Tout d'abord parce que les CAUE sont des organismes associatifs, mais qui ont une particularité, c'est qu'ils sont à la fois financés par une taxe, donc ils ont une ressource avec des moyens publics, ils sont présidés par des élus départementaux, et les CAUE sont issus de la loi de l'architecture de 1977, au moment où le législateur voulait fixer le plancher à partir duquel on devait avoir recours à un architecte. À partir de 170 mètres carrés, on devait avoir recours à un architecte. En dessous, on créait les CAUE. Et donc, cette spécificité est intéressante quelque part parce que du coup, on propose de créer des CAUE avec immédiatement une ressource financière, donc la taxe d'aménagement, qui au départ était la taxe départementale des CAUE, TDCAUE, et présidée par des élus avec un conseil d'administration qui est formé. Ce conseil d'administration est très intéressant parce que vous avez tous les acteurs du cadre de vie qui sont présents autour de la table, c'est-à-dire il y a les représentants des architectes, des urbanistes, des paysagistes, puisque AUE, architecture, urbanisme, environnement. Ensuite, vous avez les représentants de l'État, notamment des représentants de la préfecture, des représentants de la DRAC via l'architecte des bâtiments de France. Vous avez également des représentants des différentes corporations périphériques à l'acte de construire, qui sont les géomètres, les notaires et autres. Et puis vous avez les représentants de l'État sur la partie plutôt pédagogie, donc l'éducation nationale, parce que la fonction des CAUE est également de sensibiliser à l'architecture et à la culture. Voilà, donc en fait, on crée une structure qui est un peu une boule à facettes, très originale, présidée par des élus, sous forme associative, avec une ressource, et des acteurs du cadre de vie qui sont dans ce conseil d'administration. Et donc, à partir de 79, on a eu la première création, on a eu les créations de CAUE. Et donc, ce sont des structures qui ont déjà une belle expérience, qui sont des structures départementales, donc qui connaissent bien le territoire. Et ce qui fait qu'en fait, on n'est pas une structure non plus très rigide, c'est-à-dire qu'on est capable de se plier aux besoins d'un territoire. C'est-à-dire que si on a une question devant nous, on ne va pas dire on n'est pas capable de répondre. Au contraire, on est un assemblier, c'est-à-dire que le CAUE va réunir des parties prenantes capables de travailler sur un sujet. Si on est dans un sujet purement rural, on va faire intervenir des spécialistes sur les questions qui sont plus de la question du paysage, de la question, bien sûr, de l'architecture. Et si on est plutôt dans un milieu urbain, on va travailler plutôt avec des urbanistes, avec des sociologues, avec différentes corporations, et puis là-dedans on va apporter des notions culturelles, puisque l'intérêt aussi c'est de pouvoir derrière sensibiliser des publics à ces questions d'architecture, à ces questions d'urbanisme, à ces questions de vivre ensemble et autres. Voilà. C'est pour ça que quelque part, quand les sénateurs, lors de la mission, ont trouvé que la structure entre guillemets idéale en France pour réfléchir sur le sujet des églises, eh bien, les CAUE étaient les structures les mieux placées. Nous, on n'est pas là pour vendre quelque chose, puisque de toute manière, on a une ressource financière et normalement, on doit dispenser un conseil gratuit. Donc, conclusion, on ne va pas venir là pour faire du business en se disant « Tiens, dis donc, il y a 40 000 églises en France et ça va nous faire un bon chiffre d'affaires ». C'est pas comme ça qu'il faut concevoir les choses, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est vraiment le conseil gratuit. Et donc, c'est aussi cette approche transversale où on est capable d'associer des parties prenantes locaux pour construire un projet qui est lié au territoire. Ce n'est pas une commande d'en haut qui arrive sur le terrain, c'est vraiment du terrain on part et on avance. Alors des freins, à mon avis, c'est plus des freins politiques, voire financiers, puisque comme je vous dis, il y a une taxe qui est affectée. J'ai en tête là rapidement, dans les Alpes de Haute-Provence, il n'y en a pas, mais c'est surtout lié à une question de ressources et de dynamique de la construction, parce qu'il faut bien juste comprendre que c'est une taxe liée à l'aménagement. Donc moins il y a de construction, moins vous avez de capacité financière. Donc du coup, vous avez 3 départements plutôt
dans l'Est qui ne sont pas dotés de CAUE, mais c'est surtout lié à... Donc il y a la Marne, parce que j'ai plus la carte sous les yeux, ça s'est effacé, mais enfin on a la Marne, pardon, l'Aube et puis et les Ardennes, voilà. Ensuite, vous avez l'Ille-et-Vilaine, mais ça, c'est une autre stratégie parce qu'ils ont développé des conseils en architecture d'une autre manière. Et après, une fois qu'on a pris un modèle, on a du mal à revenir à quelque chose de plus institutionnel. Et puis, donc les Alpes-de-Haute-Provence, la Loire en avait créé un, puis après, ils ont arrêté, ils l'ont mis en sommeil. Donc voilà. Et par contre, toutes les îles sont dotées. Donc l'ultramarin est équipé de CAUE. Et en France métropolitaine, voilà, nous n'en avons pas dans certains secteurs. Mais globalement, on va dire qu'on est déjà pas mal doté, puisqu'il y a 92 CAUE en France et en ultramarin, et c'est quand même quelque chose. Ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur des structures existantes. Là, par contre, c'est pas pour dire joker, on ne s'occupe pas de ça, mais globalement, pour bien comprendre un CAUE, c'est là aussi l'intérêt, c'est de pouvoir travailler avec d'autres derrière, c'est que vraiment le CAUE, c'est la structure qui est en amont des sujets de la réflexion. C'est-à-dire qu'on va amener des parties prenantes autour de la table pour parler du sujet. Et typiquement, le maire nous sollicite en disant, voilà, regardez, actuellement, il nous réunit pour un problème technique sur le toit de son église et autres. Puis après, on fait les constats en se disant, tiens, il y a peu de pratique, le presbytère est délabré, il n'y a plus de prêtre depuis longtemps, enfin bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et donc là, on est capable de réunir les parties prenantes et en se disant, tiens, ça peut être une recomposition du village, du centre-bourg, et comment on repart, c'est des éléments structurants. Et on engage la réflexion, on trouve les parties prenantes qui peuvent aider à avancer avec le maire. Et une fois que les choses sont quasiment lancées, dans la phase recherche de financement, nous, on n'est plus impliqués. En fait, on n'a pas ce rôle-là d'aller en accompagnement financier. On sera capable d'amener la Fondation du patrimoine pour leur faire comprendre l'intérêt du sujet. En ayant une relation avec l'architecte des bâtiments de France, qui est dans notre conseil d'administration de CAUE, on aura aussi un apport extérieur via cette compétence, mais globalement, il ne faut pas se dire les CAUE sont là aussi pour aller à la pêche au financement. On va être, comment on va dire ça, l'assurance, c'est pas l'assurance touriste, mais c'est la bonne assurance d'avoir un projet qui est bien construit au départ, qui fait que normalement, ça doit permettre aux financeurs de fiabiliser la réflexion du projet, mais à aucun moment, ou pas très souvent, le CAUE sera partie prenante là-dedans. Par contre, du coup, comme il y a des conseillers départementaux qui sont présidents de CAUE, bien évidemment, les relations avec les élus locaux font que, derrière, en se disant, tiens, dis donc, avec le CAUE, on a travaillé sur un beau projet, cette fois-ci, il faut que les uns les autres, on aille à la pêche au financement. Mais ce ne sera pas la structure CAUE qui ira chercher. Voilà. En reprise en 3 mots, un CAUE, c'est ça, c'est conseiller, former, sensibiliser. Ouais, moi, à mon avis, entre 10 et 20%, pas plus. Parce que, en fait, ce qui se passe, le cas spécifique de la Haute-Savoie, c'est que, comme on a un département qui a des moyens financiers, en plus qui a fait qui a eu un gros développement touristique, du coup, ce patrimoine-là, il a toujours été remis en état. Et on a peu d'églises aujourd'hui qui sont en triste état, entre guillemets, ou alors c'est plutôt des problématiques techniques de toiture et autres. Mais sinon, globalement, l'intérieur est restauré, même s'il a 40 ans de restauration, enfin, je veux dire, vis-à-vis de l'âge des bâtiments, on ne peut pas dire que c'est une problématique par rapport à ce que je peux voir, du coup, en tant que président de la fédération. Je pense que chaque département, et c'est quelque part le côté intéressant des CAUE, c'est que dans chaque département, on peut vraiment porter un regard en se disant, oui, effectivement, nous, l'approche qu'on aura, moi, je vois bien dans notre département de la Haute-Savoie,
je vais essayer de faire le test, moi, dans mon canton, de faire le tour avec le prêtre et puis des élus locaux, en se disant, bah, tiens, voilà, il y a une commune qui a été fusionnée, maintenant il y a 3 églises sur la même commune, il y en a une qui est principalement utilisée, les 2 autres, elles sont accessoires, il y en a même une, elle est souvent fermée. Donc comment est-ce qu'on peut réfléchir à peut-être d'autres usages et puis globalement faire en sorte que le temps évolue. Alors, ce qu'il faut arriver aussi à bien comprendre, et ça c'est l'élu qui parle, c'est que souvent vous essayerez de regarder lors des municipales de 2026, mais dans les programmes électoraux, c'est pas souvent qu'on va mettre dans le programme électoral s'occuper de l'Église ou trouver un nouvel usage. Parce que c'est déjà, premièrement, très sensible, premièrement, et deuxièmement, c'est un temps plus long qu'un temps de mandat. Et typiquement, c'est aussi pour ça que le CAUE, il a ce côté intéressant, c'est qu'on peut être transmandat et se dire, bah tiens, pendant que le maire, il a lancé ses gros projets, là, il est au milieu du mandat, on lui questionne là, et en se disant, dis donc, tiens, on pourrait essayer de réfléchir au sujet. Et du coup, ça prend un temps un peu plus long, ce qui fait que dans la sociologie, à la fois des pratiquants, comment on va dire ça, des laïcs qui entretiennent l'Église et qui s'en occupent, qui ne se sentent pas non plus dépossédés ou qu'à un moment donné on leur dise tiens les grenouilles, tirez-vous de là et nous on y va. Donc bon, voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et je pense que nous, on arrivera souvent à passer ce message au niveau des CAUE, c'est qu'on est là pour travailler sur un temps plus long et qu'on ne va pas s'affoler sur ce sujet-là. Et vraiment, quand on a eu cette discussion à la fédération, c'est mon collègue Pierre Baumann qui a été président du CAUE 54 et qui est administrateur à la fédération. Et il m'a dit, nous, on est parti quand on a mené cette réflexion avec le CAUE et le diocèse, on est allé au Québec, où au Québec, ils avaient avancé un peu plus sur ce sujet-là, mais en même temps, à chaque fois, ils leur disaient, attention, c'est un temps long. Et alors, il y a le temps des réparations où il faut faire les réparations rapidement, mais par contre, le temps long de la réflexion sur la réutilisation du patrimoine et des nouveaux usages, il faut vraiment prendre le temps pour préparer le terrain. Et ça revient avec ce que je vous disais tout à l'heure, qui est dans l'idée de conseiller, former, sensibiliser. Parce que là, on peut aussi mettre en place des ateliers de formation et de sensibilisation à ces lieux, parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais l'église, elle était au milieu du village. Et malheureusement, aujourd'hui, on la contourne, plus qu'on rentre à l'intérieur. Et donc, c'est quand même dommage, pour plusieurs raisons, parce que c'était un lieu d'expression artistique déjà, pour celles qui sont dotées de peintures et autres, de fresques, de statues, de toutes ces choses-là, on a des choses à raconter. Et je pense que dans les CAUE, on est très attentif à la question du récit du lieu. Et je pense qu'à partir du moment où on a compris qu'il faut raconter une histoire, il faudrait qu'on soit tous un petit peu des Stéphane Bern de nos territoires, et puis on a plein d'histoires à raconter. C'est ça l'intérêt. C'est pas la grande histoire, mais c'est toutes ces petites histoires qui font que c'est le cœur de notre village. J'estime qu'il faut continuellement avancer, bouger, et puis avoir des interactions pour faire en sorte que ces édifices puissent porter d'autres messages. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire d'avoir ce patrimoine-là en France. Et donc, il doit à nouveau être ouvert d'une autre manière pour qu'on puisse y retourner, ou tout au moins y aller pour ceux qui n'y sont jamais allés, y retourner pour ceux qui y sont passés à un moment donné. Et donc, voilà. Moi, j'avais en tête un patrimoine qui, pour moi, est très intéressant. C'est Saint-Hugues de Chartreuse dans l'Isère. Remettez-vous dans le contexte. 1958, c'est cet artiste qui sort des écoles d'art et qui se dit « moi j'ai besoin d'un lieu pour m'exprimer ». Et puis il rencontre un maire bûcheron, un curé très ouvert d'esprit, et entre les trois, ça fait une espèce de trinité extraordinaire, et paf, il dit « écoutez, moi à Saint-Hugues, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, j'ai mon église. Saint-Hugues, là-haut, il y en a une, elle est en train de se casser la figure. Eh bien, vous avez carte blanche, allez-y ». Et donc du coup, tout en ayant gardé l'Église avec sa capacité au culte, d'accord, eh bien, il en a fait une œuvre d'art. Visitée aujourd'hui avec 40 000 visiteurs, et à l'époque, quand j'étais allé rencontrer le vice-président du département qui m'avait accueilli là-bas, il m'avait dit, mais pour nous, en Isère, le tourisme culturel est
pour nous très important, parce qu'en plus, pas très loin, il y a Notre-Dame de la Salette. Donc, du coup, il disait, mais on a un public incroyable qui vient chez nous pour ça. Et donc, on doit être capable d'offrir ce genre de prestations. Mais ça n'empêche pas, il faut que les gens puissent continuer à être baptisés dans cette église, qu'il puisse y avoir une sépulture un jour, voilà, ça prend 1 heure de temps, on arrête les visites, et hop, et puis le moment se passe. Donc j'avais trouvé l'expérience très intéressante. Et c'est quelque part aussi l'intérêt des CAUE, c'est de dire, bah, écoutez, venez, on va aller voir, et visitons des lieux où on a pu faire des choses originales. Dernièrement, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a fait un palmarès sur le patrimoine religieux, et une église contemporaine, architecture 20e, a été requalifiée en centre culturel à Ugine, et c'est un lieu magnifique. Donc du coup, qui donne une autre dimension pour une valorisation culturelle, et voilà des exemples également, quoi. Alors, allez, on va s'amuser un peu maintenant. Dans mon canton, j'ai plusieurs églises, je les connais toutes très bien. Et un jour, je prends mon directeur de CAUE. Je lui dis, venez avec moi, je l'emmène dans l'église où je me suis marié. Et puis je lui dis, bah, tiens, regardez, là, vu la grandeur et le volume, la hauteur, dans une aile sur le côté, là, en plus, il y a une porte d'accès, on pourrait mettre quelque chose qui sépare. Je lui dis, mais un mur d'escalade, là, ce serait extraordinaire. Puis il me dit, non mais Joël, vous avez envie d'être élu? Mais j'ai dit, mais il faut lancer l'idée pour faire la réflexion. Puis je lui dis, mais avec un artiste, on trouve les codes couleurs, c'est l'église de la Nativité, on met le bleu et le blanc dans la montée comme ça. En plus, il y avait un retour, donc ça, en escalade, c'est pas mal. Et j'ai dit, mais c'est les anges qui montent et qui descendent au ciel. Enfin, je veux dire, il est où le problème? Si la création artistique donne le ton sur le sujet... Mais moi, je me dis, tous ces gamins qui auront grimpé dans cette église, alors je donnais l'exemple comme ça, il n'y avait rien de fait, mais l'intérêt, c'est quand même d'aller chercher le lieu jusqu'où on peut aller. Si ça ne fait pas, on revient en arrière, mais amenons-nous des idées. Donc, moi, j'avais pris un autre exemple. On a un super artiste en Haute-Savoie qui a sévi, un autodidacte, qui a beaucoup travaillé le bois, Jean-Constant de Maison, et qui a fait beaucoup de chemins de croix. Qui a fait, si un jour vous allez sur Annecy, à Notre-Dame de Liesse, il y a des magnifiques chemins de croix. Et puis, chez nous, dans une petite église qui ressemble plutôt à une chapelle, tout le mobilier liturgique est fait Jean-Constant de Maison en bois. Cette commune, elle est située dans un secteur hyper boisé. Mais je me disais, mais une résidence d'artistes, de sculpteurs de bois, avec des événements autour du bois, mais c'est extraordinaire. Parce qu'on aura un lieu qui vit, c'est-à-dire qu'on vient rencontrer un artiste parce qu'il y a des sujets, mais c'est lié à une histoire, parce que l'ADN de cette église, eh ben, c'est le travail autour du bois. Et il n'y a que ça. L'autel, la porte de la sacristie, le tabernacle, tout, l'autel à la Vierge, Saint-Joseph également, c'est l'église Marie-Madeleine en plus, donc on peut se permettre quand même des choses. Et voilà, donc juste sur mon secteur, moi j'avais 2 exemples. Un troisième où c'est une église qui est un peu en forme croix grecque, petite, peu de bancs, c'est surtout des chaises. Je me disais, mais un jour, pourquoi pas faire un événement en faisant du squash ici, puisqu'on a une transparence. On installe, j'étais allé voir la fédération de squash en disant, est-ce que vous pensez que ce serait possible un jour de faire ça dans une église? Et je me dis, mais les gens qui viendront passer ce moment là-dedans, ils auront vu des choses qui rappellent peut-être à un moment donné où ils ont eu un passage, et là c'est le catho qui parle là, qui se dit, le chemin de quelqu'un, il est comme ça quand il est passé par toutes les premières communions, tac, 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 il est sérieux, tout va bien, on dirait un ange gardien, et puis il y a ceux qui sont passés par des voies détournées, et puis tout d'un coup on les ramène là, mais sous un autre prétexte, et puis, eh ben, ça peut aussi, parce que moi j'ai mon petit côté aussi derrière à dire il faut quand même ramener des brebis d'une manière ou d'une autre. Je suis un paysan, j'aime bien rassembler quand même le troupeau. Donc c'est jamais non plus dans mes réflexions un truc où on se dit il faut banaliser ces questions, comment on va dire ça, spirituelles. Et d'autant plus, et je reviens par contre à l'ADN des CAUE et des questions qu'on se pose aujourd'hui sur le changement climatique, ce qui se passe devant nous, qui nous attend sur le réchauffement ou le changement,
Et ces questions existentielles par rapport à ce qui peut nous arriver, je pense que les questions spirituelles doivent être au cœur de nos réflexions. Il faut aussi qu'in fine, on se redise que ce lieu-là doit être un lieu d'une certaine fraternité où pour se retrouver à la fois personnellement ou collectivement, parce que de toute manière, c'est un lieu du collectif, une église. Moi, je ne peux pas dire qu'il faut généraliser. C'est une affaire d'hommes et de femmes, ça. Vous êtes bien d'accord? Enfin, je veux dire, si vous avez un évêque ouvert, on va démarrer super bien. Moi, je suis allé voir l'évêque du diocèse d'Annecy. Je lui ai dit, écoutez, il faut qu'on se penche sur la question. Et encore qu'en Haute-Savoie, on n'est pas, comme je vous le redis, hein, on a 330 églises à peu près, ou quelque chose comme ça, 340. C'est pas un sujet inquiétant. C'est des hommes et des femmes qui ont envie de faire quelque chose en commun sur des sujets. Voilà. Et donc nous, en même temps, il faut bien que vous ayez en tête, c'est que nous sommes une fédération. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner des ordres depuis Paris, et surtout pas le montagnard que je suis, je viens combattre le parisianisme, donc je ne vais pas me mettre à faire jouer au Parisien qui dit « c'est comme ça que ça va se passer ». Non, au contraire, c'est qu'on amène les sujets, et on en discute, et des CAUE sont capables d'empoigner les sujets. Et il faut vraiment avoir en tête que, comme je vous ai reparlé du temps long, ça veut dire que dans ce temps long de 15-20 ans qui est devant nous, on sait qu'on a 40 000 édifices en France, on sait qu'il y en a 10 000 qui sont classés, donc ceux-là, ils auront un peu plus de financement possible. On sait qu'on en a 5 à 6 000 aujourd'hui qui sont vraiment en difficulté, et on sait qu'on a une ruralité qui est en changement, à la fois d'un point de vue institutionnel, puisqu'on a des fusions de communes, c'est-à-dire que toutes ces petites communes, elles sont devenues des hameaux d'une grande commune. Donc ça veut dire que, quelque part, entre guillemets, ces églises sont devenues des chapelles du secteur. Bon. Et donc ça veut dire que, pareil, vous, de votre côté, comment est-ce que vous considérez ce nouveau réaménagement avec un prêtre pour je ne sais combien de paroisses, et donc à plus pouvoir tout embrasser le territoire. Donc on a, et de part et d'autre, des mêmes questionnements, et donc du coup, à mon avis, des convergences. C'est peut-être malheureusement quand même un axe qui est déficient et qu'on a essayé on a essayé de travailler. C'est un long chemin aussi parce que les CAUE au départ, chaque CAUE avait son logo, et aujourd'hui on a essayé de travailler un logo commun, hein, et donc du coup faire en sorte que cette marque elle soit reconnue. Et je peux vous dire que c'était pas facile parce qu'avant tout les CAUE sont issus du terrain. Et donc, voilà, une fois de plus, c'est pas le dictat parisien qui dit que, mais nous, on avait fait faire un constat comme quoi c'était quand même plus facile d'avoir une lisibilité. Et dans la constitution du logo, on laissait la possibilité de mettre le nom du département en dessous et le numéro. Comme ça, chacun retrouvait son identité quand même. Et ça, c'est quand même un sujet important. Après, on essaye de se trouver des ambassadeurs et des porte-voix. Et notamment, on a une action autour des jeunes qui s'appelle les Enfants du patrimoine. Voilà, et qui a été inventé par les franciliens et repris dans une bonne partie de la France maintenant. Le concept était de faire en sorte de profiter des journées européennes du patrimoine du samedi et dimanche, et pour ouvrir avec l'éducation nationale le vendredi les lieux pour les scolaires. Et donc, voilà, typiquement dans les journées des enfants du patrimoine, il peut très bien y avoir des lieux cultuels dans les départements, dans les diocèses, où on se dirait, bah, tiens, il y a un sujet intéressant, et où on avait vu quand même, quand il y a eu les États généraux, il y avait une association qui travaillait sur la connaissance de l'art. Alors moi je trouve qu'on peut faire travailler plus facilement peut-être quand même les écoles privées, parce qu'on peut se permettre de plus facilement rentrer dans les églises et aller vers les œuvres d'art, mais typiquement, aller dans l'église de son village ou de son quartier et d'aller observer une œuvre d'art et ensuite de comprendre son histoire, comment elle a été construite, quel type d'œuvre d'art ça représente, et derrière, comment est-ce qu'on la présente à l'oral devant ses camarades.
Donc on travaille l'oral, on travaille la connaissance, et en même temps, l'enracinement local, quand je reviens tout à l'heure à l'idée du récit du lieu et du récit du territoire, c'est de savoir qu'on a des gens, moi par exemple dans mon village, eh bien c'est un monsieur qui est parti à l'aventure en Allemagne faire des affaires. À l'époque, on avait beaucoup de colporteurs en Savoie et Haute-Savoie. Et il est allé en Allemagne, il a bien gagné sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a financé une école pour les filles dans la commune en se disant il faut que les filles elles s'en sortent un peu parce que à être des femmes de paysans et des femmes au foyer et puis incultes, c'est quand même dommage. Donc il avait vu qu'en ville, en Allemagne, il y avait une autre façon de voir les choses, donc il a financé une école. Et puis après, il a financé les 2 tiers de l'église et également une magnifique descente de croix qu'il a fait reproduire, qui est un immense tableau. Et moi, je me dis, voilà, le récit, si on ne le raconte pas et si on ne le réexplique pas aux personnes qui sont là, à aucun moment qui vous dit que dans ce village-là, un jour, il y aura un chef d'entreprise qui va bien gagner sa vie, qui se dira, non mais attends, mais moi je veux marquer mon passage comme celui d'avant, là, et je vais quand même pas passer pour un rigolo, donc eh bien, je vais financer telle et telle chose, ne serait-ce que dans les 20% supplémentaires ou qui manquent pour la collectivité, eh bien que la personne dise, bah écoutez, moi le travail que je vais faire, eh bien, il sera gratuit parce que ce sera un don de ma part, parce que d'autres avant moi l'ont fait. Mais si on n'a pas raconté l'histoire du lieu, on ne sait pas que combien de fois les gens, et c'est ce que le Ouzoulias disait, il disait mais il faut avoir un grand respect pour ceux qui ont mis tout leur amour pour entasser toutes ces pierres pour en faire un édifice magnifique. Et donc à partir du moment où on emmène vers le rêve et on emmène vers aussi la vraie histoire du lieu, eh bien on a encore envie de l'écrire cette histoire. Mais si on ne la connaît pas,